Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un point lecture. Donc c'est quelque chose que je fais pas très souvent, mais voilà, je me suis dit que j'allais vous montrer mes lectures récentes. Pour l'heure, j'ai quand même une sacrée pile à vous présenter qui est sur place ici. Du coup, bah voilà, je vais commencer tout de suite. De Santiago Diaz, donc là c'est pas la couverture officielle puisque c'est un livre qu'on m'a prêté et du coup c'est les épreuves non corrigées. C'est une inspectrice qui apprend qu'elle a une tumeur au cerveau et qu'il ne lui reste plus que 2 mois à vivre et du coup elle va vouloir faire plein de choses dingues avant de mourir, du genre commettre des crimes, voilà. Que bien sûr c'est classé dans les thrillers forcément. Du coup voilà déjà pour ma première lecture. Ensuite je vais embrayer avec toute la partie manga parce que cette fois-ci il y en a quand même pas mal et vous allez voir que ça change d'habitude. Il n'y a pas que The Promised Neverland, il y a aussi d'autres petites choses, voilà, puisque j'ai décidé de me diversifier un peu au niveau des mangas puisque les seuls que j'avais lus jusqu'ici c'était The Promised Neverland et c'est tout. Et donc vous allez voir que j'ai commencé 2 autres sagas, voilà, je sais pas si ça s'appelle des sagas dans les mangas mais bref vous avez compris. Donc bien sûr déjà je reviens sur The Promised Neverland puisque j'en ai lu, donc je commence par le commencement, par la base si je peux dire ça comme ça. Donc déjà j'ai lu The Promised Neverland, le tome 13, donc là il est dans un coffret en fait où il y a des petites cartes postales avec, du coup je vais pas le sortir mais en gros voilà, j'ai lu The Promised Neverland tome 13 et puis directement après le tome 14 puisqu'il est sorti voilà très récemment. Je peux pas trop vous en parler puisque ça je sais qu'il y a énormément de personnes qui lisent et j'ai pas envie de spoiler puisque comme c'est une suite, que c'est pas juste un one shot, je peux pas trop non plus vous dire ce qui se passe dans cet tome là. Tout ça pour vous dire que le tome 14 j'étais trop contente de ce qui se passe dedans parce que je trouvais que l'histoire commençait à s'essouffler quand même pas mal et là en fait il y a l'apparition de nouveaux personnages etc qui fait que ça redonne un souffle à l'histoire. J'ai commencé l'atelier des sorciers puisque voilà j'en ai entendu beaucoup parler. Donc en fait on va suivre Coco qui est une jeune fille qui est passionnée par la magie, voilà, elle voit des magiciens au loin et tout et elle se dit pourquoi moi je suis pas une magicienne, j'aimerais trop être une magicienne, tout ça. Et en fait un jour elle arrive à reproduire un sort, sauf que c'est un sort très mauvais, voilà. Et du coup il y a un vrai magicien qu'elle avait déjà rencontré avant qui va arriver et qui va lui dire écoute bah maintenant comme tu sais notre secret, que tu sais comment on fait la magie et tout et que tu as pratiqué une mauvaise magie tout ça, bah moi je vais te prendre sous mon aile et je vais t'enseigner la vraie magie. Du coup voilà, donc elle arrive un peu en mode humaine qui est non magicienne à la base et qui va du coup voilà, apprendre à devenir une magicienne. Enfin quand je dis magicienne je veux dire sorcière, mais voilà, magicienne, sorcière, c'est un peu pareil dans ces livres-là. Clôturer cette session manga, j'ai commencé Reine d'Égypte. Donc voilà, moi j'aime beaucoup tout ce qui est livres historiques, etc. Et du coup je me suis dit, il y a des mangas historiques qui sont sortis, c'est comme il y a aussi Versailles Indes, je crois, qui est sorti en manga, donc sur Versailles, tout ça, donc faudra que j'aille l'acheter aussi, c'est mes prochains achats manga. Mais pour l'heure, voilà, j'ai décidé de commencer donc Reine d'Égypte, donc là j'aime beaucoup trop en fait, parce que ça raconte en fait tout simplement l'Égypte antique, ce qui s'est passé durant l'Égypte antique, mais sous forme voilà, de manga, de BD, donc c'est beaucoup plus ludique que des gros livres d'histoire et tout ça. Et derrière ça bien sûr il y a les conflits politiques, ça parle beaucoup d'inceste et ça parle aussi de la place de la femme dans la société, donc déjà à l'époque. Du coup voilà, je peux juste que vous le conseiller, c'était vraiment très bien. En plus les dessins sont juste superbes, donc voilà, je peux que vous le conseiller. Du coup ça je crois qu'il y a 7 tomes de sortie et c'est aux éditions Katun Kizuna, voilà si ça vous intéresse. Ensuite pour faire une petite transition juste avant les livres et pour passer donc juste après les mangas, je vais vous parler donc de la dernière BD que j'ai lue. Il s'agit d'une BD donc humoristique, j'avais déjà lu les 2 premiers tomes, donc bien sûr Bloody Harry d'Alexandre Arlen. Donc voilà, son tome 3, Mon sorcier bien aimé, donc voilà c'est plein de gags en rapport avec Harry Potter, donc que ce soit par rapport au film ou au livre, mais plus au film quand même, puisque voilà c'est vraiment des dessins qui sont assez fidèles au film et du coup c'est juste trop marrant parce que voilà, il parodie énormément de scènes d'Harry Potter, il en crée d'autres, enfin vraiment il vous détruit les films si vous voulez. Et c'est très sanglant, très voilà, très glauque, très... Enfin bref, en gros, l'auteur et l'illustrateur s'est très bien amusé. J'ai enchaîné donc avec mes lectures façon roman et du coup je vais commencer avec le thriller puisque là il n'y en a qu'un seul, voilà, curieusement pour une fois. Du coup il s'agit du Collectionneur de Fiona Cummins que je voulais lire depuis très longtemps. J'ai littéralement adoré cette histoire. On suit un monsieur en fait qui
repère les enfants et les adultes d'ailleurs avec des malformations osseuses pour en fait les enlever et les tuer et garder leur squelette pour les exposer parce qu'ils ont des malformations, du coup c'est super intéressant tout ça. Donc c'est une histoire qui est super glauque, ça parle forcément d'enlèvement, il y a beaucoup de suspense, il y a des histoires personnelles sous-jacentes qui s'ajoutent à l'histoire et du coup bah, vraiment c'était un thriller qui était juste super efficace, très prenant, très glaçant et en fait la fin est ouverte puisqu'apparemment on m'a dit sur Instagram qu'il y aurait une suite qui est déjà sortie en anglais je crois. Du coup bref, trop hâte de lire la suite parce qu'en fait ils peuvent pas nous laisser comme ça, donc voilà. Mais juste si vous aimez les thrillers, je vous conseille celui-ci, il est pas mal gore. C'est parfait pour faire la transition avec un livre malsain que j'ai adoré. Je sais que ça c'est vraiment un avis qui est tranché, soit les gens ont détesté ce roman, soit ils l'ont adoré. Je ne vais pas plus attendre de suspense, vous savez de quoi je parle. Il s'agit de Chanson douce de Leila Slimani. En fait on va suivre Louise qui est une nounou tout simplement, qui garde donc 2 enfants parce que les parents travaillent tout le temps, ils n'ont pas le temps du tout, etc. Et en fait petit à petit Louise va vraiment s'immiscer dans la vie de cette famille, mais vraiment d'une manière profonde, c'est-à-dire qu'il y a des nuits elle va carrément rester dormir, enfin elle se croit vraiment en fait chez elle, mais tout en restant très discrète. Je veux dire les parents ils se rendent pas compte qu'elle est néfaste pour leur famille du tout, jusqu'au jour où le drame arrive. C'est sans surprise, je peux vous spoiler ce qui se passe puisque c'est dès la première page qu'on l'apprend, donc je vais pas vous spoiler grand chose en fait. En gros elle va tuer les 2 enfants, alors elle va en tuer qu'un et l'autre est dans un état critique, je ne me souviens plus, et elle tombe dans le coma et en fait donc voilà comment commence l'histoire et après en fait on revient en arrière pour savoir pourquoi on en est arrivé là, tout ça. Et je vous avoue que ça j'ai pas tout à fait compris le geste du coup de cette nounou d'avoir voilà, détruit cette famille à ce point, à ce niveau de l'histoire. C'est peut-être ça ma petite pointe de déception, mais mis à part ça c'était vraiment un roman très glaçant, écrit d'une manière très cruelle et malsaine, enfin tout ce que j'aime. Ça m'a vraiment fait penser un peu à l'écriture d'Elena Ferrante un petit peu, voilà, j'aime trop ce genre d'histoire très glauque, pleine de mystères et en même temps c'est des intrigues familiales et c'est super intéressant, très psychologique, donc je vous le conseille si vous aimez ce genre d'histoire. Donc c'est pas un thriller, c'est pas classé dans les thrillers, mais ça reste quand même une histoire malsaine. On va dire que c'est pas un feel good, voilà, c'est pas... Voilà, hein, faut quand même s'accrocher dans la lecture. Donc voilà, si vous êtes sensible ou quoi, ne lisez pas ça parce que je vous dis au niveau psychologique, clairement ça vous retourne. Du coup voilà pour ce roman. Ensuite, bah écoutez, je vais enchaîner avec un roman historique. Donc ça c'est un roman qu'on m'a envoyé en fait, il s'agit d'un service presse. L'auteur m'a contacté via Instagram et m'a dit est-ce que vous voulez recevoir mon dernier roman en échange de votre critique sur votre compte Instagram. Du coup comme je mets mes critiques pour tous les romans, j'ai dit bah bien sûr ça m'intéresse. En plus c'est un roman sur la Seconde Guerre mondiale, voilà, donc il s'agit de 6304 de Jean-François Nézot. Du coup 6304 en fait c'est le numéro de déportation de son grand-père, puisque voilà, dans ce roman à 3 voix il va raconter en fait la déportation de son grand-père jusqu'en Tchécoslovaquie si je dis pas de bêtises, mais il est passé par plusieurs camps et c'est vraiment une histoire du coup vraie, donc forcément c'est romancé, c'est pas exactement ce qui s'est passé point pour point, mais le final est là et je m'attendais pas du tout à cette fin et je vous avoue que bah, la fin m'a retournée en fait. J'étais un peu mal après la lecture de ce roman, donc qui est vraiment un témoignage de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale dans les camps de concentration. Donc en fait Jean-François Nézot a retracé toutes ces années de captivité de son grand-père. Du coup il est allé sur les lieux où son grand-père était au moment de la Seconde Guerre mondiale, et donc dans ce roman il fait parler son grand-père, il fait parler son père, donc le fils du grand-père. Il fait donc parler aussi le fils, qui est le père de l'auteur, et il se fait parler lui-même quand il a fait les recherches. Et ce côté roman à 3 voix est très très intéressant, puisque quand il fait parler son père, en fait son père était enfant dans ce moment-là, et du coup il raconte comment lui de son côté il a vécu la disparition de son père dans les camps et comment il a tenu le coup avec sa mère. Donc c'était vraiment très très intéressant, puisque voilà, c'est historique quand même, ça fait partie de notre histoire et vraiment c'était très très prenant. Donc si vous avez l'occasion de lire ce roman, allez-y, parce que les romans sur la guerre, je sais que ça peut être très ennuyeux, etc., mais c'est pas du tout le cas de celui-ci. Donc n'hésitez pas à vous le procurer parce que il est rempli d'émotions et il est juste magnifique et très bien écrit.
Pour rester dans les romans magnifiques et très bien écrits, je vais vous parler du premier tome d'Amour solitaire de Morgane Hortin. Donc peut-être que vous connaissez le compte Instagram Amour solitaire puisqu'il est très connu et en fait c'est juste Morgane Hortin qui poste en fait des messages de manière anonyme bien sûr, des messages d'amour que ses abonnés ont reçus et du coup elle a sélectionné pour faire ce roman beaucoup de messages d'amour qu'elle avait reçus, voilà des captures d'écran en fait entre deux personnes qui s'aiment, qui s'échangeaient des mots et du coup elle les a en fait transformés en histoire, donc bien sûr via SMS en fait dans ce petit roman, donc ça se lit forcément très rapidement puisque c'est juste des SMS vraiment partout et comme vous le voyez il y a beaucoup de passages qui m'ont touchée puisqu'il y a énormément de post-it, voilà, mais c'était vraiment magnifique parce qu'il y a vraiment des gens qui savent écrire, qui savent dire les choses, qui savent montrer l'amour qu'ils éprouvent pour une autre personne et c'est juste magnifique d'avoir réussi à associer plein de messages d'amour pour en faire une véritable histoire, donc qui est bien sûr fictive, mais qui m'a quand même déchiré le cœur à la fin, je vous l'avoue. Donc j'ai hâte de lire le deuxième tome puisque je sais qu'il y en a un deuxième qui est sorti, mais je trouve l'idée et le concept très originaux, donc voilà, je vous conseille de le lire si vous n'avez pas encore lu, sachant qu'en plus il est sorti donc en poche, donc ça revient à moins cher parce qu'en grand format c'est quand même assez cher. Je reste dans l'amour pour vous parler d'un roman de Marc Lévy, donc c'est le troisième que je lis si je dis pas de bêtises, et c'est celui qui me donnait le plus envie, donc il s'agit de 7 jours pour une éternité. Donc en fait dans ce roman ce qui se passe c'est que ça mêle comme d'habitude avec les Marc Lévy, enfin très souvent, pas comme d'habitude mais très souvent, du fictif à de la réalité et du coup c'était vraiment sympa cette petite lecture puisque dans celui-ci on va suivre en fait Lucas et Zofia. Donc Lucas est un envoyé de Lucifer, donc le diable, et Zofia est une envoyée de Dieu, donc le côté des anges, etc. Et ils sont destinés en fait à aller sur Terre afin que Dieu et Lucifer s'affrontent en fait, si vraiment ils envoient en fait leur meilleur sujet sur Terre pour prouver qu'ils sont plus forts que l'autre en fait, enfin des trucs comme ça. Et en fait Zofia et Lucas n'étaient pas censés se rencontrer, sauf qu'ils se rencontrent et tombent amoureux, donc forcément ça chamboule tous les plans de Dieu et Lucifer pour leur petite bataille entre eux en fait. Et du coup c'était super marrant comme histoire parce qu'il y a énormément de passages humoristiques, mais il y a aussi énormément de passages très beau vraiment qui était magnifique, donc j'ai vraiment corné plein de pages partout parce que bref ce livre est tellement petit que c'est pas comme un vrai roman, je veux dire je peux me permettre de surligner, écrire dessus, corner tout ça, ça me dérange pas. Du coup voilà, ce livre a souffert mais en tout cas je l'ai juste adoré. Voilà, donc j'ai énormément de citations à relever dans mes carnets de lecture, mais ouais vraiment c'était une très bonne lecture. J'enchaîne maintenant avec un tout autre registre qui est très rare, il s'agit de la fantasy, voilà j'en lis pas beaucoup, donc je me suis dit que là, comme j'en avais lu un, je me devais de vous en parler un peu en profondeur quand même, puisque voilà, la fantasy c'est pas vraiment un genre vers lequel je me tourne, mais en général je ne suis pas déçue, voilà, je suis rarement déçue des livres de fantasy que je lis, et du coup ici j'ai lu totalement par hasard L'Ange du Chaos de Michel Robert, donc en fait c'est le tome 1 de la saga, je sais même plus comment elle s'appelle, c'est pour vous dire, oui, de la saga L'Agent des Ombres, donc qui comporte 9 tomes, donc autant vous dire que là c'est le premier, j'en ai encore 8 à lire, voilà, mais je les ai pas en ma possession et je vais un peu faire une pause, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, il n'y a pas de problème, mais c'est juste que c'est un vocabulaire et une écriture qui sont très denses. Du coup j'ai lu ces 500 pages en 3 jours à peine, mais j'y ai passé énormément de temps. J'ai dû relire certains passages, il y a des moments j'ai pas tout compris parce qu'il y a tellement de personnages avec des noms toujours plus farfelus les uns que les autres qu'on se perd un peu entre les personnages dans l'univers et tout ça, parce que voilà, les univers de fantasy, surtout la fantasy adulte, sont en général très complexes et il y a beaucoup d'enjeux politiques, d'enjeux sociaux, voilà, ça soulève vraiment plein de questions et du coup voilà, là j'ai lu le tome 1 que j'ai beaucoup aimé, mais voilà ça va, je vais faire une pause, je vais pas lire les 9 tomes d'un coup parce que sinon je sais que je vais mourir en fait et puis ça va me faire une panne de lecture pas possible pour la suite. Déjà là j'ai eu du mal après celui-ci à me remettre à une grosse lecture, entre temps j'ai lu des mangas pour un peu me remettre petit à petit à la lecture, mais là je vous en parle, on dirait que ça a été horrible et tout, mais en fait non, c'était quand même une lecture très appréciable. Je dis pas que j'ai rien compris, loin de là, j'ai tout compris, mais en ayant pris du temps à lire cette histoire tout simplement. Donc en fait on va suivre Célendil de Cortavar qui en fait est présumé mort depuis une dizaine d'années puisque voilà, son camp en fait vers lequel il était tourné, donc le camp de la lumière,
l'a en fait assassiné, ils l'ont trahi et ils l'ont tué, enfin ils croyaient l'avoir tué, mais 10 ans après, Célendil va donc faire sa réapparition en mode bah non je suis pas mort et je viens vous tuer tous à mon tour puisque vous avez essayé de me tuer. Et du coup il y a beaucoup d'enjeux politiques bien sûr là-dedans, il y a des bêtes plus horribles les unes que les autres, il y a des alliances qui se font et qui se défont, des compromis, enfin voilà. Et du coup il y a une grosse part de magie et de côté épique donc dans cette saga, enfin dans ce premier tome du moins. Donc voilà, c'est une petite saga de fantasy que je vous recommande si jamais vous êtes vraiment à fond dans la fantasy, voilà, que vous voulez du dur. Vous pouvez y aller avec Michel Robert, c'était vraiment très intéressant. Et en fait, je crois que c'est la couverture qui m'a convaincue parce qu'elle représente trop bien le personnage principal et elle est super dark et je sais pas, j'aime trop. Du coup voilà pour ce roman là, et je termine avec un roman qui est inclassable, même les libraires avec qui j'ai parlé me disent c'est inclassable comme truc, on peut ni le mettre en jeunesse, ni le mettre en thriller, ni le mettre en lecture juste feel good, tout ça. Enfin c'est vraiment un roman qui met à un endroit et voilà. Mais moi je sais que dans la librairie où je vais à Lille, il est dans le rayon thriller. Après voilà, il peut aller n'importe où. Il s'agit d'un Twisted Tale, donc c'est le tout premier que je lis. En ce moment on entend beaucoup parler de Twisted Tale puisque il y a beaucoup de lectures communes qui se font sur des groupes Discord. Et puis aussi parce qu'il y a eu la sortie donc, de Peter Pan et la réédition de La Belle au Bois dormant, du coup voilà, on entend beaucoup parler. Mais du coup ce Twisted Tale là, donc c'est Histoire éternelle, c'est celui qui parle de la Belle et la Bête. Donc en fait si vous voulez les Twisted Tale, le principe c'est qu'il y a un seul détail dans l'histoire en fait du Disney classique qui change et du coup ce détail forcément chamboule une partie de l'histoire et du coup on part dans des trucs pas possibles avec beaucoup de suspense et des choses qui sont quand même assez dures. Enfin moi j'ai été étonnée de voir que par exemple ça parlait voilà sans problème de mort, de cadavres, tout ça, et je me disais mais en fait c'est pas du tout une lecture pour les jeunes parce que je pensais que ça allait être ça, et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de vocabulaire quand même assez poussé que moi je comprends puisque j'ai été en littéraire et que je lis énormément de livres, mais je veux dire si quelqu'un a juste envie de lire le Twisted Tale et qu'il lit rien d'autre, il y a peut-être des mots qu'il va pas comprendre. Du coup voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait je pensais que c'était vraiment pour les ados et point, mais en fait pas du tout, c'est vraiment pour tout le monde. Et du coup dans celui-ci, La Belle et la Bête, je l'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai dévoré. Voilà, c'était juste trop bien. Vous savez donc que la bête a été maudite par une enchanteresse. Et cette tale là, quel est le détail en fait qui va faire changer l'histoire? Et bien c'est juste que la personne qui a maudit la bête est en fait la mère de Belle qu'elle n'a jamais connue. Du coup voilà, ça va tout chambouler puisque la Belle et la Bête vont s'unir pour essayer de retrouver la mère de Belle, enfin tout un bazar pas possible, et du coup c'était super intéressant. Ouais franchement j'ai été agréablement surprise, je pensais pas du tout que ça allait être un style de lecture qui me plaisait puisque moi je suis pas trop Disney non plus, mais voilà, quand c'est des histoires Disney que j'avais juste adoré quand j'étais plus jeune, ça me fait très plaisir en fait d'en découvrir des dérivés. Donc voilà pour ce dernier roman que j'avais à vous présenter. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. À la demande de certains par rapport aux vidéos précédentes où j'avais fait ce genre de choses, des updates lecture et tout, j'ai essayé un peu de vous développer dans chaque livre ce qu'il se passe, quelle est l'histoire, tout ça, parce qu'avant je vous disais juste j'ai lu ça, puis j'ai lu ça, puis j'ai lu ça, mais je vous expliquais pas vraiment pourquoi j'avais aimé ou qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant dans ce roman ou de quoi ça parlait. Donc là j'ai essayé un petit peu plus de vous détailler, donc j'espère que ça vous aura fait plaisir et que ça vous donnera plus envie de vous pencher sur les romans que si on vous balance juste le titre, la maison d'édition et puis c'est tout. Puis moi je vais essayer de vous retrouver très prochainement pour un prochain update lecture parce que je me rends compte que j'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo. Je vous invite à aller me suivre sur mon compte Instagram Juju Lecture qui est en barre d'infos, donc c'est mon compte lecture où je poste toutes mes chroniques, mes avis lecture, enfin voilà, n'hésitez surtout pas à aller voir. Je vais essayer de refaire des vidéos très prochainement. En ce moment c'est un petit peu décousu mais j'ai pas forcément le temps tout le temps de tourner des vidéos, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Puis moi je vous retrouve le plus tôt possible pour une autre vidéo. Bye.